Bonjour à tous. Donc là, on va avoir une petite heure pour parler de retail et du e-commerce dans un sujet omnicanal, cross-canal. L'idée, c'est de réfléchir ensemble et avec nos invités des synergies qu'on peut mettre en place entre les points de vente et le e-commerce. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est sur les lèvres de beaucoup de gens. C'est une réalité chez beaucoup de gens qui l'ont mis en place ou des enseignes qui sont en train de le mettre en place. Il y a une guerre acharnée entre les pure players et les retailers dont on va pouvoir parler. Donc moi, en 2 mots, je suis un des cofondateurs de Delivery. Delivery, c'est une solution de livraison pour le e-commerce et le retail. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais en gros, notre proposition de valeur, c'est de dire aujourd'hui, vous cherchez de plus en plus à envoyer vos clients e-commerce dans vos magasins. Vous expédiez depuis relativement loin vos produits alors que vous avez des magasins juste à côté de vos clients. On va utiliser ces magasins pour livrer vos clients et donc finalement apporter le magasin chez le client. Tous les interlocuteurs avec qui on est en relation dans nos cycles de vente delivery sont des retailers qui ont à la fois des magasins et vendent en ligne. Donc on est au cœur de toutes les problématiques techniques, métiers, stratégiques liées au cross-canal, au multicanal. Donc je vais pouvoir partager avec vous cette expérience, mais je suis pas tout seul, je suis venu avec 2 personnes qui sont aussi au cœur de ces problématiques. Donc Jules qui travaille chez Fauchon dans toute la partie digitale et communication, qui avait auparavant monté Madeleine Market. Donc c'est intéressant qu'il ait cette double casquette puisqu'il était avant chez un pure player et il est maintenant chez un retailer. Et Clément qui est lui de l'autre côté chez un pure player, Le Petit Ballon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une enseigne de box de vin qui va vous permettre de découvrir des nouveaux vins avec un abonnement mensuel. Donc aujourd'hui, si on se pose toutes ces questions de l'omnicanal, du cross-canal, c'est en grosse partie parce que le client a évolué. Depuis les 15 dernières années, il n'achète plus du tout de la même façon. Par exemple, aujourd'hui, tous les consommateurs de la catégorie des millennials, donc ceux qui ont aujourd'hui entre 15 et 30 ans, ont des attentes très particulières, sont les consommateurs qui sont les plus intéressants, qui ont la capacité de dépenser sur Internet et dans les magasins la plus forte, qui vont avoir les plus gros paniers moyens. Aujourd'hui, c'est des gens qui utilisent énormément Internet et qui ont un besoin de gratification instantanée. Ils ont l'habitude d'avoir tout de suite. C'est des gens qui sont très mobiles, qui vont un jour aller dans un magasin, un jour aller sur votre site internet, le lendemain utiliser votre appli mobile, ils vont être partout, donc vous devez pouvoir les toucher partout, ils sont multicanaux. C'est des gens qui sont très très exigeants. Ils attendent toujours plus de services. Pour eux, ce qui est important, c'est pas juste de pouvoir acheter le bon produit au bon prix. Ils veulent tout ce qu'il y a autour. Donc il y a une notion de service qui devient très importante pour sortir du lot. En particulier si vous êtes un distributeur et que les produits que vous distribuez, globalement, ils sont à peu près partout au même prix. Donc il faut sortir du lot avec des offres de services toujours plus innovantes et plus adaptées à ses clients. Ces consommateurs sont de moins en moins fidèles. Aujourd'hui, le poids de l'enseigne, le poids de la marque a un rôle beaucoup moins important dans l'acte d'achat. Ils sont beaucoup moins sensibles à la publicité, donc la marque s'efface beaucoup plus dans l'acte d'achat. Et aujourd'hui, ils ont un accès à l'information qui est bien meilleur. Donc ça veut dire qu'ils ont la capacité de tout comparer. 90% des Français qui achètent en magasin ont procédé à des recherches en ligne avant de faire cet achat. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas aussi aujourd'hui considérer que vos magasins vont faire tout le job pour vendre les produits, même si vous avez un super merchandising, des super offres, des super vendeurs, il faut que vous ayez couvert toute la chaîne, toute la consumer journey de votre acheteur pour qu'il soit apte à acheter quand il est dans le moment de faire de l'acte d'achat, vous devez être présent. Et donc il faut être présent partout et c'est ça qui rend l'exercice très compliqué. Donc quand on parle de l'omnicanal, évidemment ça concerne essentiellement les gens qui ont des magasins. Si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est que globalement les pure players se sont mis au e-commerce relativement tôt. Dès que Amazon est un des pionniers du e-commerce.
quand les retailers ont vu ça et ont senti que le magasin était en danger, donc ont développé des stratégies de e-commerce qui ont évidemment mis beaucoup plus de temps à se mettre en place que des pure players qui avaient une culture beaucoup plus performante sur tout ce qui est digital. Et aujourd'hui, les magasins se rendent compte que c'est justement le magasin qui va leur permettre de survivre dans la guerre qui les oppose aux pure players. Aujourd'hui, un pure player comme Amazon, je pense qu'on va beaucoup parler d'Amazon, mais c'est le meilleur exemple. Aujourd'hui, ils ont une capacité à casser les prix parce qu'ils ont une structure de coût qui est fondamentalement différente d'un réseau de magasins. Mais ils ont de fait pas accès à la proximité des clients. Et dans ce qu'on a pu dire juste avant, aujourd'hui, de pouvoir toucher le produit, de pouvoir l'essayer, de pouvoir avoir un contact de proximité avec un vendeur, c'est encore des choses qui ont beaucoup de valeur pour le client. Et ça, aujourd'hui, les magasins, les enseignes qui ont des réseaux de magasins l'ont compris et mettent en place des chantiers d'omnicanal. C'est encore le début de l'histoire, donc il y a tout à faire. Mais aujourd'hui, clairement, le magasin a un rôle clé dans l'avenir de la distribution et du commerce. Donc globalement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une convergence de toute cette problématique-là. Les retailers vendent quasiment tous sur Internet, soit en propre, en ayant créé leur propre site, soit via des modèles de délégation sur des places de marché. Donc il y a tout un tas de solutions. Et on voit aussi que les pure players commencent à ouvrir des magasins. Donc il y a vraiment une convergence. Donc il y a des exemples comme LDLC, une boutique, une enseigne qui vend du matériel informatique, qui a ouvert plusieurs boutiques sur la région de Lyon. Ça représente à peu près 10% de leur chiffre d'affaires. À l'inverse, souvent, une enseigne de retail va avoir un site e-commerce qui va représenter une beaucoup plus petite partie de son chiffre d'affaires. Là, c'est l'inverse. Vous avez aussi Cdiscount qui a ouvert un certain nombre de petits magasins de proximité qui sont aussi des points de retrait. Vous avez aussi Pixmania, qui est un exemple un peu plus douloureux, puisque ouvrir des magasins, ça représente aussi beaucoup de risques. Quand vous avez des baisses de chiffre d'affaires, assumer le coût d'un réseau de magasins, c'est très dangereux. Donc là, on a avec nous aujourd'hui deux exemples opposés. Donc Jules, vous avez déjà des magasins, évidemment, chez Fauchon. Le e-commerce, ça représente quelle part dans le volume d'affaires de Fauchon, d'avoir un peu un ordre d'idée de la répartition entre le e-commerce et le retail, savoir où vous en êtes et comment ça va évoluer, ou comment vous projetez Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, l'e-commerce chez Fauchon est anecdotique et on ne peut pas vraiment faire une synthèse du pourcentage du chiffre d'affaires, car aujourd'hui, Fauchon, ça représente un volume d'affaires monde de 250 millions. Et l'e-commerce, en fait, a toujours été opposé au magasin. Donc, il n'y a jamais eu de lien et ça a toujours été la vente à distance d'un côté, le retail de l'autre. Vraiment deux canaux séparés et donc pas un seul canal. Donc aujourd'hui, donner un pourcentage, ça serait, on va dire, fausser la donne, sachant qu'on expédie majoritairement qu'en France et pas dans les pays où on est présent, ce qui est en train de changer radicalement. Et justement, l'optique et l'objectif en fait de l'enseigne étant de bonifier l'expérience client, quelle que soit sa source d'arrivée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive en magasin, qu'il arrive via le digital, qu'il arrive après, qu'il ressorte du magasin avec quelque chose ou qu'il ressorte du magasin sans rien, mais en commandant sur le site. Le but étant que l'expérience client soit la même et soit la meilleure possible. Et l'objectif à terme étant la proportion que tu as citée de 10% du retail, c'est que l'e-commerce, en tout cas, ou le canal digital représente 10% du business. D'accord, et c'est à horizon À horizon 3 à 5 ans. D'accord. Et donc Clément, donc vous vendez historiquement depuis le lancement du Petit Ballon sur Internet. Vous aviez déjà une boutique dans les premières années du lancement. C'était une volonté dès le début d'ouvrir un réseau de magasins. C'était juste un test. C'est quoi le rôle des magasins aujourd'hui chez le Petit Ballon? Alors, pareillement, bonjour à tous et bienvenue et merci d'être venus. Alors le Petit Ballon, la rencontre avec le retail au départ, c'est vraiment une opportunité, une petite histoire, une anecdote assez rigolote qui vient du fait que on voulait être 100% digital en 2011 quand on s'est lancé. Et puis en fin 2012, on a eu besoin de bureaux
parce qu'on en avait assez de travailler sur des caisses en bois dans l'appartement de Martin, à partir du moment où on commençait à dépasser le millier d'abonnés. Et en cherchant des bureaux, on s'est dit mais pourquoi on ne chercherait pas des bureaux qui donnent sur une rue, dans laquelle on pourra faire aussi un showroom, on pourra inviter nos vignerons, on pourra faire des petits événements, des petits apéros avec nos abonnés parisiens. Et puis on a trouvé une boutique dans un endroit qui n'est pas du tout commerçant, qui est la rue du Rocher, donc il n'y a pas un pelé le week-end, c'est pas du tout une rue passante. Donc l'avantage c'est que c'était un petit loyer, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de bail, il n'y avait rien à acheter. Et dans cette boutique, on a donc installé nos bureaux dans l'arrière-boutique et on a fait un petit showroom devant. Et on s'est rendu compte que cette boutique, elle nous permettait avant tout d'annihiler les frais de port, puisqu'on a créé une offre associée à ça, qui était la possibilité non pas de recevoir ces 2 bouteilles de son abonnement par la poste ou dans un réseau comme Mondial Relais, mais de venir les chercher. Et donc d'économiser 4 à 8 euros de frais de port. Et ça a eu un énorme succès commercial. Puisque très vite, on s'est retrouvé avec 600 abonnés qui étaient dans cette boutique. Aujourd'hui, on en a 1200 qui sont dans cette boutique-là. Et donc, voilà, c'est vraiment l'expérience en jouant avec la réalité de l'entreprise qui nous a fait comprendre que on pouvait vraiment améliorer l'expérience client, tu l'as dit. On pouvait proposer des offres hyper compétitives dans notre panel d'offres avec un réseau physique. Et donc, on a transformé cette boutique, qui était d'abord juste un point de retrait, en un point de vente, qui nous a permis d'écouler en fait tous nos stocks qui étaient chez le logisticien. C'est-à-dire que vous avez toujours des stocks de sécurité parce que vous anticipez la casse, la perte, le vol, vos invendus, etc. Et on les mettait dans la boutique. Donc, deuxième effet qui se coule, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était excellent pour écouler le stock du e-commerçant que nous étions, d'avoir un réseau physique dans lequel on mettait les références. Et puis, troisième effet qui se coule, quand on a commencé à sortir des stats, c'est qu'on s'est rendu compte que, un, on avait une offre hyper compétitive parce qu'on annihilait les frais de port. Deux, on avait un moyen assez efficace d'écouler nos stocks. Et puis, trois, on augmentait l'ARPU client puisque les clients passant dans la boutique achetaient systématiquement du vin. Donc, on est passé de une expérience qui était une expérience immobilière à une expérience qui est devenue une expérience marketing, qui est devenue ensuite une vraie expérience cœur de l'entreprise. Et donc l'actualité aujourd'hui, c'est que là, j'ai mon associé qui visite des boutiques ce matin, c'est pour ça qu'il n'est pas là, et on essaye d'en ouvrir une deuxième d'ici le mois d'octobre à Paris et ensuite dans toute la France. Donc on est passé de l'anecdote à la réalité pour se rendre compte qu'effectivement, il y a des vraies opportunités quand on est e-commerçant d'aller sur certains produits dans le réseau physique. Voilà. Très clair. Donc, si on se dit aujourd'hui, ces deux messieurs sont des bons exemples, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer la synergie entre le point de vente et le e-commerce? Donc évidemment, ça va dans les deux sens, puisqu'on parle de synergie. La première chose, c'est dans les magasins. Comment est-ce qu'on va faire pour un client qui va en magasin pour qu'il y ait une vraie synergie avec le e-commerce, avec tous les sujets de data, de fidélisation. Donc évidemment, le premier sujet, c'est la digitalisation du point de vente. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'enseignes qui commencent à proposer de la vente assistée dans les magasins. Donc par exemple, vous allez dans une boutique de vêtements, de chaussures, vous allez regarder un modèle qui vous plaît, il n'y aura pas votre taille. Le vendeur va vous proposer sur une tablette de finaliser la vente sur Internet de façon assistée pour que vous soyez quand même client de l'enseigne, soit en vous expédiant d'un stock e-commerce, en passant une commande directement avec lui sur une tablette, ou soit même de l'expédient d'un autre magasin qui a le produit en stock à proximité. Sachant qu'aujourd'hui, dans ce cas-là, la plupart du temps, le magasin va au mieux vous dire vous pourriez aller le chercher dans tel magasin, il est disponible. Donc on sait tous que peu de personnes vont le faire, puisqu'il y a un enjeu de se déplacer, et que si vous êtes allé dans cette boutique, c'est que ça vous arrange et c'est pas pour traverser Paris. Après, il y a aussi tous les systèmes de bornes. Vous avez des magasins où les clients n'ont pas forcément envie d'être sollicités par des vendeurs, donc ils vont avoir une expérience plus autonome autour d'une borne, plus personnalisé. Et puis après, vous avez aussi des sujets de programmes de fidélité qui vont utiliser des sujets de géolocalisation, de iBeacon, où vous allez pouvoir faire un lien entre le terminal du client mobile et le connecter à tous vos systèmes d'information, de collecte de données, de fidélité, de suivi d'utilisateurs. Et puis après, vous avez évidemment tout ce qui se passe sur Internet. Quand le client visite votre site, aujourd'hui, vous avez plein de solutions qui vont vous permettre de l'envoyer dans votre magasin. Un très bon exemple de Clément, c'est la livraison en magasin.
puisque derrière, ça permet de générer du trafic en magasin. Et aujourd'hui, c'est l'expérience de tous ceux qui le font, c'est que derrière, ça génère de la vente additionnelle, qui va évidemment varier en fonction de la typologie de vos produits et de vos clients. Mais globalement, si vous envoyez un client dans vos magasins et qu'il a en amont acheté un produit, vous avez quand même une forte probabilité qu'il rachète quelque chose en allant dans votre magasin. Donc vous avez il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la e-réservation. Donc c'est proposer à vos clients qui est sur votre site de réserver un produit en ligne en allant le retirer dans une boutique. L'avantage aussi, c'est que ça propose une expérience d'achat en ligne sans paiement. Il y a encore des gens qui sont réfractaires à l'utilisation de la carte bleue. Là, vous allez leur dire, vous choisissez votre produit, vous allez dans le magasin, vous n'avez rien payé. J'ai quand même collecté vos données, je sais qui vous êtes. Donc potentiellement, quand vous arrivez en magasin, vous allez demander une résa. Le vendeur, dans un monde parfait, sait qui vous êtes et l'historique que vous avez sur le site d'achat et de consultation. Et il va pouvoir utiliser ces infos pour vous upseller, vous cross-seller par rapport aux produits qu'il y a dans la boutique. Et en amont, vous n'êtes pas forcément très familier avec le e-commerce ou pas à l'aise à donner votre carte bleue. Donc vous avez fait du drive to store grâce à l'IRSA. Il y a la même logique dans le click and collect. Je précise bien ces termes parce que c'est un peu des mots valises dans lesquels on met beaucoup de choses. Donc le click and collect, c'est plus une logique de paiement sur Internet avec un retrait en magasin. Donc là, vous allez sortir votre carte bleue et le produit va être acheté, alors que dans le premier cas, il est réservé. Donc un click and collect, vous allez payer en ligne et retirer en magasin. Le click and collect, il y a deux façons de le faire. Il y a stock magasin et stock e-commerce. Donc vous avez par exemple beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui communiquent sur le click and collect retrait magasin en X minutes ou X heures. Par exemple, Fauchon fait le retrait en 3 heures. Vous avez d'autres enseignes qui vont faire le retrait en 1 heure, en 30 minutes. Et après, vous avez le click and collect avec de la livraison en magasin. Donc là, c'est plus ce que fait le petit ballon. Une fois que vous avez passé votre commande en ligne, elle est expédiée de l'entrepôt vers le magasin que le client a choisi, dans lequel il voulait retirer son produit. Tu nous connais bien, hein. Donc globalement, soit on envoie, vous avez compris la mécanique, soit on envoie des clients du web vers le e-commerce, soit vers les magasins, soit on connecte des clients du magasin avec l'écosystème digital e-commerce. Et après, il y a une autre possibilité aussi, qui est d'envoyer le magasin chez le client. Et ça, c'est ce que Delivery fait, et c'est le futur. Nous sommes des hommes du passé. On est là pour parler du futur aussi. Donc tout ça, toutes ces solutions, ces possibilités, c'est des outils, mais elles posent un problème fondamental, c'est qu'aujourd'hui le e-commerce et le retail, c'est des mondes qui se parlent pas du tout, voire qui s'opposent. Donc vous avez beaucoup d'entreprises où, moi je le vois clairement quand on rencontre des entreprises, on est obligé par l'offre qu'on propose de parler à la fois avec le retail et le e-commerce. Et aujourd'hui on se rend compte pour une raison qui est purement historique. Quand une enseigne il y a 10 ans a décidé de se lancer dans le e-commerce, elle s'est dit bon bah on va embaucher une équipe e-commerce. Avec 2-3 personnes, ils vont faire le e-commerce dans leur coin, et puis si ça marche, tant mieux, sinon c'est pas grave, au moins on aura essayé. Et bien en fait ça a marché, plus ou moins bien, et du coup l'équipe s'est étoffée, et puis ils se sont retrouvés avec 2 systèmes, 2 organigrammes complètement isolés, et culturellement des équipes qui ne parlaient pas du tout le même langage, qui avaient même parfois pas du tout la même culture d'entreprise, mais qui avaient le seul point commun était le catalogue. Et parfois même pas, parce qu'il y a des catalogues avec des exclus web, etc. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet de dire comment on fait bien travailler ensemble ces gens-là d'un point de vue métier, d'un point de vue technique. Est-ce qu'il y a des postes finalement qui sont en doublon et qu'on devrait avoir avec une seule personne? Donc ça, c'est une vraie problématique. Après, il y a aussi une problématique de pilotage de l'activité. Dans les exemples qu'on a pu donner, on se dit qu'aujourd'hui, le client, il va très bien aller dans votre écosystème digital et en magasin. Comment on sait à qui on attribue la vente? Si la personne a été sur le site, elle a comparé, elle a réservé ou elle a acheté mais qu'elle a été retirée en magasin, comment on pèse le poids, comment on mesure le poids qu'a joué chacun qu'a joué le magasin ou le e-commerce dans cette vente? Comment on attribue le chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on voit souvent, et c'est assez représentatif, des gens qui vont dire le e-commerce c'est comme un gros magasin.
sauf que du coup, c'est pas du tout géré comme un magasin. Donc, est-ce que c'est un PNL central et c'est considéré comme un magasin? Dans ce cas-là, il est concurrent des autres magasins. Et donc, ça, c'est une vraie problématique qu'on constate chez beaucoup et qui est un vrai frein dans la mise en place de tous ces outils, en particulier quand vous avez des réseaux de franchisés. Aujourd'hui, le franchisé, il va souvent considérer que le e-commerce est son concurrent. Comment ça se passe chez vous, par exemple, messieurs, alors Jules, entre le retail et le e-commerce? Tu nous en as déjà dit 2 mots. Comment vous arrivez à mettre en place des outils comme le click and collect en 3 heures? E-commerce et retail ne s'opposent pas. Pure player et brick and mortar, oui. Mais en soi, l'e-commerce est du retail. Après, c'est du retail physique. Mais pour moi, en fait, dès l'arrivée chez Fauchon et venant d'un monde pure player, la première chose que je me suis dit, justement, avant de commencer par des grands chantiers de logistique urbaine ou d'accélération de l'activité digitale, c'était avant tout de dire comment se pilote l'activité, comme tu disais justement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond à avoir un PNL magasin et un PNL e-commerce, car au final, aujourd'hui, il y a 3 expériences clients. Il y a le drive to, en tout cas la livraison en province, donc loin des points de vente, le drive to store et le web surtout le store to web. Comme tu disais, nous la différence c'est qu'on n'est pas dans la mode, dans l'alimentaire, donc en général lorsque vous voulez un éclair vous le voulez tout de suite, vous voulez pas tellement attendre le lendemain ou même le soir même, donc après on a des solutions de logistique urbaine qui vous permettent de vous livrer directement de nos laboratoires en 1 heure, 1 heure et demie. Mais tout ça pour dire qu'au final, dès lors que la problématique PNL, donc financière, est réglée, que l'on sait où attribuer la vente, et la vente pour moi elle s'attribue au retail, et le digital est plus là en fait en forme de support. On dit souvent voilà, l'e-commerce est un levier supplémentaire pour moi dans le retail. Mais après par rapport à ta question sur ou pas l'avenir des deux concomitants ou comment gérer les équipes ou est-ce qu'il y a des doublons, oui, je pense que la grosse problématique des entreprises, c'est qu'il y a des doublons. On parlait du cas de Guy Degraine récemment, qui justement a un grand réseau de franchisés, qui faisait de l'e-commerce et que depuis qu'ils ont lancé la e-réservation et que les franchisés récupèrent en fait le chiffre d'affaires, il n'y a plus de problématique e-commerce. Donc à partir de là, nous chez Fauchon, on s'est dit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on laisse le choix au client. Le client, pour le click and collect, il a le choix de payer en ligne, s'il est assez user-friendly avec le paiement en ligne, ou sinon de payer en magasin, pour que le magasin après puisse faire un travail, en tout cas de retargeting, que nous on fait via le web après, ou qu'on pourrait faire via le web. Donc je ne pense pas que les deux mondes s'opposent, je pense qu'ils se complètent. Je pense qu'aujourd'hui, le pure player qui veut descendre en retail, c'est plus dans la logique du petit ballon, et une logique qui est très bien faite. Le retailer physique classique qui veut faire de l'e-commerce, il ne doit pas faire de l'e-commerce pour faire de l'e-commerce, faire de la vente à distance, mais pour être au final un support digital pour le magasin et pour toucher, on va dire, à agrandir sa zone de chalandise. Et donc chez le petit ballon, d'ouvrir des magasins, comme tu nous as raconté, ça s'est fait de façon fortuite. Tout à fait, le premier. Quel a été l'impact sur la culture, parce qu'aujourd'hui, quand on est une start-up, on ne considère pas forcément tout ce que ça veut dire avoir un magasin, gérer des ouvertures, des heures d'ouverture, avoir des vendeurs. Tout à fait. La relation avec le client est plus du tout la même. Comment vous avez géré ça au niveau de la culture des équipes du petit ballon? Alors d'abord, on est passé à 2 doigts de faire une boulette. On a parlé de PNL. Quand on a fait nos business plans de rectificatif au premier trimestre 2014 et quand on a fait le BP 2015, au début, on a failli faire une ligne de revenus qui s'appelait boutique et qui était distincte, par exemple, pour la vente de vin, c'est-à-dire pas pour la partie abonnement, mais vraiment pour la vente de vin, qui était distincte de la partie vente de vin online. Et voilà. Et on est passé à 2 doigts de faire cette erreur-là parce que justement, on commençait à opposer les deux mondes et à dire il y a la vente de vin en boutique puis il y a la vente de vin en ligne. Pas du tout. En fait, il fallait regarder la vente de vin au global. Après, le canal d'acquisition du client, que ce soit un canal physique ou un canal online, peu importe. Et après, chacun retrouve ses coûts, etc. Donc, on a essayé de reconsidérer l'activité vraiment globalement. Et donc, c'est pour ça que j'abonde assez ce que vient de dire mon camarade sur le côté le web, même si c'est fort ce qu'il dit, parce qu'il a vraiment une vision de retailer, le web
ne doit pas être conçu comme un magasin de plus, mais comme un support supplémentaire pour son réseau de magasins. Donc là-dessus, j'abonde. Le deuxième point, c'est nous, culturellement, il y a un axe fort qui nous a sauvés, justement, qui a évité qu'on fasse cette erreur de PNL, c'est que la conception de l'expérience client au départ, elle est de dire un client, c'est forcément chez nous un abonné, on confond le terme, hein, il a impérativement une existence digitale. C'est-à-dire que son abonnement, il est sur une plateforme e-commerce, il est géré sur cette plateforme-là par lui-même ou par nous, mais il ne peut pas exister sans avoir son compte sur le web, son adresse mail, etc. Donc, ça force l'expérience unique. Et ça force le fait que le client, il n'existe pas en dehors de l'expérience globale. Donc on ne peut pas dire à un moment donné, c'est un client boutique versus c'est un client web. Non, il est au global. Et ça, c'est vraiment un axe majeur qui va déterminer la culture marketing. Ensuite, troisième point, c'est vraiment le côté métier. Alors le côté métier, c'est vrai que ouvrir une boutique, quand au départ on a un chef de produit web, un développeur informatique, des gens qui ont conçu de la logistique et des expériences e-commerce et du marketing qui est de l'acquisition web, etc. Quand il s'agit de parler droit au bail, quand il s'agit de parler architecture, quand il s'agit de parler transfert de marchandises et navette de marchandises entre un entrepôt, un endroit, etc. Tout ça, c'est des métiers nouveaux. Quand il s'agit d'avoir un logiciel caisse, quand il s'agit... Voilà. Et pareil, au début, on a tâtonné, mais c'est normal, on est une entreprise qui se cherche et qui se découvre au fur et à mesure. La boutique, on la tenait nous-mêmes, puisqu'on avait nos bureaux derrière, donc c'était très marrant, on avait le contact avec l'abonné, mais très vite, on s'est rendu compte que l'ARPU ne décollait pas. Alors, on a voulu se structurer un peu, on a pris un contrat d'apprentissage qu'on a mis en tant que caviste, avec derrière, on avait notre sommelier, etc. Pareil, l'ARPU décollait un petit peu, mais c'était toujours pas le vrai sujet. Et là, on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se dise, qu'est-ce qu'il faut dans une boutique ? Dans une boutique, il faut un vendeur. Il faut quelqu'un qui a l'habitude de vendre. Et donc, on a recruté enfin un vrai caviste. Et là, je peux vous dire que l'ARPU, il a fait x2 à x3. Voilà. Et donc, à partir du moment où on a changé de culture aussi du point de vue métier, c'est-à-dire commencer rien qu'à recruter des gens qui savent, qui ont l'expérience, on a vu que ça décollait. Et puis, on a structuré nos process, on a regardé comment font les autres, donc on a mis en place les fameux transferts de marchandises et pas simplement de « ah, il n'y a plus de vin, donc la prochaine fois qu'on fait une livraison, on essaiera d'en mettre un peu à la boutique ». Non, on a des tenues de stock qui sont spécifiques, on a des navettes marchandises hebdomadaires qui font le tour, qui font justement la navette, elle réassort. On a arrêté de découper les lignes d'achat, enfin voilà. Donc tout ça, ça a demandé chez nous de se construire une culture métier. Mais l'axe qui fait qu'à un moment donné, tout reste unifié, c'est vraiment, s'il y a une seule chose que vous devriez retenir de cette intervention-là que je viens de faire, c'est le client chez nous n'a pas obligatoirement une existence digitale. Voilà, son abonnement, il le gère sur le web. Même quand il rentre à la boutique et qu'il dit « je veux m'abonner », on le met en face de l'ordinateur. Et il fait comme s'il était chez lui. Et l'avantage, c'est que, et c'est là le gros point fort du retail, c'est que là où le client a toujours le doigt tremblant sur sa souris ou sur son touchpad, au moment d'appuyer sur un bouton où c'est marqué « étape suivante », même si c'est la première du tunnel d'achat, en boutique, vous avez quelqu'un qui dit « tout se passe bien, monsieur ? Allez-y, j'appuie pour vous ». Et donc ça permet vraiment de transformer l'expérience. Ce que tu dis, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on peut voir qu'en fait, que c'est pour ça que j'aime pas les termes e-commerce et retail. Mais j'ai oublié un point d'interrogation. E-commerce et retail ensemble. Sur l'aspect conseil, c'est au départ, en fait, aujourd'hui, en fait, l'e-commerce c'est totalement inspiré du magasin, mais il a mis du temps à l'apprivoiser. D'abord, on a juste au final un site e-commerce, c'est un site de merch, comme on fait des vitrines. Enfin voilà, on fait un site e-commerce. Même si on avait de la source de revenus via du SEM, du SEO, de la pub sur les réseaux sociaux ou autre bannière. Et après, on s'est dit, on va faire de l'assistance à la vente. Donc, on va créer des solutions où il y a des vendeurs vrais, pas des robots, qui, lors du parcours d'achat, veulent conseiller la personne sur est-ce que vous voulez un choix de vin, est-ce que vous voulez un choix de gâteau, est-ce que vous voulez de l'aide dans la sélection de vos produits. Et donc, au final, on s'inspire du monde du retail et du magasin où les vendeurs sont obligatoires, sinon c'est une galerie, c'est un musée. Donc pour le coup, je pense que les deux milieux se confondent et jusqu'à un moment, et lorsque les deux se confondront totalement, on sera arrivé à l'omnicanal.
Mais avant ça, je pense que justement, ce que tu disais sur l'aspect vendeur, on a beau avoir le meilleur caviste, on a beau avoir les meilleurs experts présents sur son site, dès lors qu'on n'a pas d'assistance à la vente, en fait, on n'augmente pas le revenu. Enfin, on peut demander à la Fnac, je pense, qui a vu ses revenus augmenter de 15 points dès lors qu'ils ont mis en place justement les conseillères de vente à distance et disponibles qui vous aident dès lors que vous avez un panier qui dépasse 75 €. Tout à fait. De toute façon, le commerce, il a de quoi 35 000 ans d'histoire, peut-être même plus. donc les ficelles, elles existent. Tout est une question de support. On réinvente jamais la roue. Et alors justement, au niveau des organigrammes, il y a un sujet métier qui est quand même très fort dans ces problématiques. Aujourd'hui, comment vous êtes organisé chez Fauchon et chez Le Petit Ballon sur ces différents métiers parce qu'effectivement, prenons un exemple, le merchandising, la vitrine. Aujourd'hui, c'est pas du tout le même métier de faire du merchandising web et du merchandising boutique. Est-ce qu'il faut avoir une personne qui sait faire les deux, ce qui est relativement complexe, ou est-ce qu'il faut avoir, en fonction des métiers, des gens qui vont être spécialisés? Comment vous gérez ça chez Fauchon? Faut avant tout avoir une personne créative qui comprend les deux. C'est pas tant à avoir là-dessus, après à avoir les personnes pour exécuter une stratégie. Une personne qui peut faire les deux, c'est possible, mais en général, c'est vrai qu'il y a une spécialité retail physique et après une spécialité qu'on appelle web design, qui est un petit peu différente, même si les outils qui sont utilisés sont similaires. Aujourd'hui, je pense que c'est plus, on va dire, une fusion des rôles. Enfin, on le voit chez Fauchon, où aujourd'hui, je m'occupe également de la communication. Donc en fait il y a une volonté on va dire générale de faire du digital un support mais qui prend en compte le physique, qui prend en compte le pur digital, donc le côté pure player qu'on peut avoir en vendant à distance et en expédient. Donc je pense avant tout que c'est une question de compréhension et de formation du top management. Dès lors que le côté e-commerce pur, le côté magasin sont pris en compte mais que les deux ne sont pas compris comme contradictoires et qu'on a compris que le digital aidait le magasin mais que le magasin aidait aussi le digital, pour moi les deux se fondent, même si le merch que vous allez voir en magasin chez Fauchon est différent du merch que vous allez voir sur le site, mais il est adapté. C'est-à-dire qu'il y a toujours un fil conducteur qui fait que lorsque vous vous retrouvez, en tout cas sur le nouveau site web qui va sortir, déjà un petit peu sur l'ancien, mais sur le nouveau site encore plus, vous aurez l'impression qu'il y a véritablement votre vendeur en tablier qui est devant vous. Et si vous êtes à Dubaï, que vous êtes au Japon ou si vous êtes aux US où nous sommes présents, vous n'avez pas du tout la même expérience parce qu'on ne vend pas les mêmes types de produits et on ne propose pas le même type de service. Donc le digital permet de s'adapter aux clients où ils se trouvent, tandis que le magasin, en final, une stratégie est fixée, il tient le cap et l'expérience client, au final, ne change pas par le conseil d'achat. Et tu parlais justement du top management. Historiquement, chez Fauchon, je pense que vous avez quand même une partie qui était dédiée au retail, tout ce qui va être la direction des ventes, des achats, etc. Est-ce que tout ça maintenant a vocation à être unifié sur des sujets e-commerce et points de vente, où il y a encore des cellules ou des métiers qui vont être assez spécifiques? Parce que par exemple, toi, la communication, c'est relativement transverse, mais sur des sujets plus opérationnels, est-ce qu'on va assister à des unifications ou des binômes ou... La prise de décision sur Fauchon se fait en comité. Aujourd'hui, comme dans des grosses PME, vous avez des comités exécutifs dont je fais partie, dont font partie les autres directeurs de points de vente ou les directeurs RH ou directeurs généraux. Et après ça, en fait, vous avez un comité opérationnel. Et ce ComOps, en fait, dedans, vous avez un directeur de magasin, vous avez un directeur digital, directeur com, et ensuite vous avez un représentant des personnes sur le terrain. Donc ça peut être vendeurs commerciaux ou ça peut être personne en logistique. Et l'idée, en fait, en réuniant ces 4 personnes-là, c'est de maîtriser toute la chaîne. Moi, mon but, c'est de faire venir les clients sur le site et en magasin. Donc je maîtrise, on va dire, la source du signal. Le directeur magasin, c'est qu'une fois que moi je lui ai ramené le trafic, qu'il puisse continuer l'expérience sur le même fil rouge. Et derrière, après, les vendeurs ont le rôle justement de faire passer ce message-là, ou d'un point de vue logistique, d'appliquer une stratégie justement de qualité. Et donc je pense qu'en fait, c'est cette forme de décision assez collégiale, et cette prise de décision de manière collégiale, qui fait que ça avance dans le bon sens. Si on était resté sur une prise de décision, la direction digitale décide pour l'e-commerce, le directeur magasin décide pour le magasin,
l'expérience client ne serait pas unifiée. Et surtout, derrière, en fait, on aurait plus de la déperte côté magasin en termes de chiffres et côté web également. Et alors, chez Le Petit Ballon, quand on prend des nouveaux métiers comme un caviste, un sommelier, un vendeur, comment vous les intégrez dans votre organigramme décisionnel? Parce que j'imagine que vous n'avez pas pris un directeur de magasin et que vous n'avez pas recréé une chaîne spécifiquement pour les magasins. Non, justement, d'abord en organigramme comme en termes de RH, on est dans l'humain, donc c'est pas un magasin de chaussettes, il n'y a pas de taille unique, chacun fait un peu à sa sauce. Et chez nous, bon, d'abord on est 11, donc 11 ça facilite les choses. Ça veut dire que tout le monde est top management quasiment. Mais dans notre façon de nous organiser, ben justement, je reviens à cette histoire de est-ce qu'on fait une ligne vente de vin online, une ligne vente de vin e-commerce et on dissocie les deux. Si on avait fait ça, on aurait mis quelqu'un qui était responsable des boutiques et puis on aurait mis quelqu'un qui est responsable de la vente online. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas voulu faire. Et donc sur chacun des postes, tout le monde est responsable de l'expérience au global ou du moins de son périmètre au global. Donc vous avez par exemple on n'a pas de chef de produit site web. En tant que tel, on a un chef de produit expérience, Petit Ballon. Donc celui qui conçoit les parcours clients sur le site web, les conçoit aussi en boutique. Celui qui conçoit les créas qui sont bannières, etc. pour le site web, conçoit tout de la PLV en boutique. Donc cette personne-là, en l'occurrence, du coup, elle va travailler avec l'architecte sur la création des boutiques. C'est pas deux mondes qui vont sur le web, etc. C'est vraiment la même personne qui fait les deux. Exactement. Vous prenez Mathieu qui chez nous justement est en charge de la distribution du Petit Ballon, c'est-à-dire tout ce qui est vente au sens large. Eh bien Mathieu, il est responsable donc de la distribution via les réseaux physiques et via le site web, c'est-à-dire que sa vente de vin, il la pense au global. Du coup, ses achats de vin avec son équipe d'achat, il les pense au global. Il n'y a pas des achats d'un côté, des achats de l'autre. C'est la même gamme de produits qui est présente d'un côté que de l'autre. Donc, le merch, la PLV, la communication, l'expérience client est conçue à chaque fois par les mêmes personnes. Alors, vous me direz, c'est facile, on n'a qu'une boutique. On est en train d'en faire d'autres. Le concept de boutique sur lequel on travaille et qu'on est en train de faire justement avec les architectes, etc., ce sont les mêmes personnes qui travaillent sur le physique que sur le digital. Et ça, voilà, je pense aussi que ça change par rapport à des entreprises dans lesquelles malheureusement des gens sont en poste et n'ont pas forcément la capacité, le temps d'absorber ou d'étendre leur périmètre. Nous, on a cette chance dans la conception initiale de pouvoir directement mélanger tout ça, fusionner tout ça. Alors justement, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de facilité quand on est un pure player de faire bouger les lignes et du fait aussi que souvent il y a beaucoup moins d'antériorité structurelle dans les organigrammes. On a le crayon à la main, donc voilà, on dessine au fur et à mesure. Et on voit effectivement que sur une marque qui est plus établie et qui a déjà des habitudes et des équipes, c'est beaucoup plus complexe. Donc il y a un vrai sujet de conduite du changement, de transformation numérique de l'entreprise, de dire voilà, comme on a pu évoquer, de dire il y a des nouveaux canaux de distribution et de vente, comment on les intègre au cœur de l'entreprise. Souvent, je ne sais pas si vous connaissez la fable de la grenouille. C'est une expérience qui consiste à... C'est beaucoup plus... c'est boiled frog, c'est beaucoup plus séduisant en anglais. En gros, c'est une expérience, si vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau et que vous la portez à ébullition lentement, la grenouille va mourir sans s'en rendre compte. Et ça, c'est un peu la position dans laquelle sont beaucoup d'enseignes de distribution qui ont des points de vente. C'est que l'eau commence à chauffer et elles ne s'en rendent pas forcément compte. Et aujourd'hui, ça nécessite des bouleversements et une prise de décision très forte du top management et des dirigeants de l'entreprise, de dire il faut qu'on fasse bouger les lignes, il faut qu'on reprenne le crayon pour faire évoluer tout ça. Et c'est relativement complexe, il y a quand même souvent des coups de pied dans la fourmilière à mettre. Comment, en termes de management et de relations au sein de l'entreprise, ça peut se passer chez Fauchon sur ces problématiques de conduite du changement, en particulier sur le digital?
Outre Fauchon en soi, qui est là-dessus c'est un modèle un peu classique, je pense en fait que la principale problématique de la transformation numérique, c'est qu'en général, elle est décidée par la direction. Donc jusqu'à là, tout va bien. C'est la première étape, on va dire, pour que les moyens soient enclenchés et pour qu'il y ait en tout cas un véritable lancement. Le problème qu'il y a après, c'est qu'en fait, on s'arrête à ce lancement-là et on se dit, bon, maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recrute des personnes? Est-ce qu'on forme les équipes? Est-ce qu'on prend des prestataires? Et en général, ce qu'on a tendance à faire dans l'entreprise, c'est on prend des prestataires en disant, bon, c'est eux les experts, nous, on va apprendre sur le tas, et puis on va laisser faire, et au fil de l'eau, ça va le faire. Et c'est là, je pense, la principale problématique qu'ont aujourd'hui les retailers ou les marques historiques comme Fauchon qui va avoir 130 ans, c'est que souvent, on a pris en compte le fait de se dire, bon, c'est pas grave, on utilise un prestataire. Ça passe avant tout par la formation des équipes et la compréhension de ce que c'est aujourd'hui le numérique, le digital, l'e-commerce, le click and collect, le drive to store, l'e-beacon. Enfin, aujourd'hui, voilà, c'est des mots, comme tu as dit, aujourd'hui, ça peut paraître des gros mots. L'idée de dire, voilà, aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez gagner plus d'argent? Comment vous pouvez créer plus de business? Comment vous pouvez mieux satisfaire votre client? Pour moi, ce sont les trois principales questions. Et c'est à ces questions-là aujourd'hui qu'on doit répondre via le digital et via la formation. Donc je pense que c'est plus une question de formation des équipes, formation du middle management, là-dessus après du management de terrain, mais même dans une petite équipe, voilà, enfin, moi je suis assez fan de la hiérarchie horizontale là-dessus. Quand je suis arrivé chez Fauchon, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est en tout cas avec mon équipe et les équipes terrain-magasin, enfin, on est au même poste, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on vise tous la même chose, qui est que le client ait la meilleure expérience possible. Et vous avez aussi une proximité physique qui est assez intéressante finalement pour avoir une bonne synergie, enfin comme l'exemple de l'arrière-boutique. Oui, c'est un peu comme ça aussi chez vous. En fait, sur Paris, le siège, il est au-dessus des magasins. Donc c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je passe un tiers de mon temps dans les magasins. Donc je suis plus dans les magasins, à un entrepôt, en rendez-vous extérieur, ou au café, ou en train de faire de l'animation en termes de communication, que on va dire au siège à proprement parler. Et je pense que c'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui le digital, on a tendance à se dire bon, c'est un geek qui est derrière un ordinateur, qui analyse des datas et qui fait en sorte de me faire générer plus de ventes. Non, c'est quelqu'un qui est à la fois sur le terrain, qui va gérer à la fois de la communication, qui va comprendre les datas, mais qui ne va pas dire on fait du big data parce que c'est important, on collecte de la donnée, mais après surtout on ne l'utilise pas parce que là ça devient ou trop cher ou trop compliqué. Donc l'idée c'est vraiment d'être de partout à la fois. Et je pense que c'est ça la facette du digital, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur. Et donc en parlant de big data, il y a un aspect on a parlé de l'aspect métier, mais il y a aussi un aspect technique qui est quand même très prépondérant à toutes ces problématiques. Aujourd'hui, chez les pure players, c'est des sujets qui sont relativement bien traités puisque vous venez d'un monde qui est relativement technique. Après, c'est des métiers qui vont se rajouter. Comme diraient les Californiens, c'est dans notre ADN. Chez un retailer qui a aussi bien sur la partie métier que sur la partie technique ce que moi j'appelle souvent une dette technique qui rend la mise en place de ces nouveaux sujets relativement complexes aussi parce qu'il y a des problématiques de connaissances internes sur la technologie, sur les solutions qui rend le sujet complexe. Moi, j'ai vu clairement aujourd'hui une des principales problématiques quand on va parler d'expérience unifiée. Globalement, techniquement, le monde du e-commerce et le monde des points de vente ont énormément de mal à communiquer sur les flux d'informations, par exemple. C'est-à-dire, basiquement, quand vous voulez proposer de la réservation en magasin ou du retrait de produits en magasin, faut faire communiquer les systèmes d'information. C'est-à-dire que vous devez pouvoir savoir en temps réel quels produits, dans quelle taille, dans quelle déclinaison sont disponibles dans quel magasin. Et ça, aujourd'hui, quand vous avez des systèmes de caisse relativement archaïques, ça pose beaucoup de complexité. Et de se dire, demain, on va refaire tout le système de caisse, ça représente aussi un coût qui est colossal. Donc ça, c'est un vrai frein et une vraie problématique technique pour évoluer vers ces sujets-là. On a besoin aussi
sur la partie métier, demain, vous allez à un client qui va arriver en magasin et dire je viens chercher ma commande. Le vendeur, il n'a pas du tout l'habitude de gérer ce type de process. Est-ce qu'il doit faire un retour quand on le rembourse? Il y a beaucoup d'interactions aussi métiers qui sont compliquées à gérer pour un acteur historique. Comment vous gérez ça chez Fauchon? Même la partie SI. Aujourd'hui, l'exemple que tu donnais tout à l'heure chez Petit Ballon, de dire un client qui rentre dans un magasin est un client web, on sait qui c'est et on a la capacité d'avoir une expérience unifiée. C'est un rêve pour tous ceux qui ont des points de vente. Comment est-ce que vous arrivez à travailler sur ces sujets-là chez Fauchon? À force de l'abonnement. Non, en fait, c'est ce que tu viens de dire, c'est à peu près, c'est une problématique que on peut lire dans la presse tout le temps. Directeur digital vs DSI. Enfin voilà, aujourd'hui, pourquoi cette grande opposition-là? Tout dépend leur périmètre, je pense. Nous, chez Fauchon, là-dessus, ce qui est assez clair, c'est qu'on a un DSI qui gère l'architecture, tandis qu'on a un directeur digital qui gère du fonctionnel. Donc à partir de là, en fait, qu'il y ait une architecture qui soit mise en place, certes, on doit travailler ensemble, mais à partir de lors qu'on traite des fonctions, qu'on traite du rapport au client et qu'on traite, on va dire, de l'optimisation du parcours, que ce soit par la machine, que ce soit par la communication, là-dessus, c'est la direction digitale qui s'en occupe. Donc en fait, pour moi, c'est une fausse problématique. Parce qu'en général, ce que tu viens de dire sur la réservation, c'est des cas très concrets. C'est arrivé sur beaucoup de marques là récemment, où leur DSI disait « Oh là là, c'est un chantier que c'est compliqué, ça va mettre 6 mois ». Et aujourd'hui, il y a plein de prestataires comme SoClose ou autres qui disent « Non, non, c'est pas compliqué, nous on plug ça sur un hardware qui est différent, ou sinon si vous voulez on touche pas à votre SI et on passe à côté. » Donc l'idée aujourd'hui c'est qu'on a un peu l'impression, quand je t'entends parler et dire ça et soumettre la question, que justement la DSI est une grosse bête noire méchante qui dit voilà, il est réfractaire un petit peu au changement, ou sinon il dit il y a ce système-là qui a été très dur à mettre en place, n'essayons pas de le compliquer un peu plus. Je pense que c'est le cas dès lors que, justement, il gère cet aspect fonctionnel pur et qu'il n'y a pas un pendant en face qui est capable de gérer cette partie fonctionnelle. Et ce côté, on va dire, user-friendly. Mais après, je pense qu'en soi, chez Fauchon, on n'a pas ce problème-là, donc tant mieux. Mais pour le coup, je pense que ça vient avant tout en fait, d'un périmètre d'action, architecture, fonctionnalité. Et dès lors qu'en fait c'est clair à ce niveau-là, aujourd'hui, même si on a un système qui est assez obsolète, des échanges de flux de bases de données, je pense qu'aujourd'hui, d'un point de vue technique, quasiment toutes les plateformes sont capables de le faire. Donc après, voilà, c'est plus l'idée de se dire, bon, sur les sujets techniques, je dis jamais c'est impossible, tu le sais. Je dis plus, voilà, aujourd'hui, bon, c'est possible, comment on va faire, en combien de temps on le met en place, et essayons de réfléchir à la manière, en tout cas la mieux adaptée pour satisfaire l'expérience client. Et c'est un cas un peu particulier aussi parce que toi, tu as plus une méthodologie lean et tu es très porté sur les sujets techniques. Mais souvent, on se rend compte que dans les DSI, ils vont remonter beaucoup plus loin dans les aspects techniques et justement fonctionnels. Et c'est effectivement ça qui peut être bloquant dans l'expérience. Je pense aujourd'hui, il n'y a pas de... En fait, la fonctionnalité de direction digitale, c'est un peu fourre-tout, quoi. On va mettre de l'e-commerce, on va mettre un peu de digital in-store, on va mettre un petit peu de communication. Donc ça va un peu tout et rien dire, et surtout c'est un poste qui est amené à disparaître. Donc comme c'est une transformation, qui dit transformation finie, il y en aura d'autres après, je pense. Donc dans l'idée, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on met dedans? Si on doit mettre de la technique, aujourd'hui je pense que ce pendant technique, et en l'occurrence, je pense que la moitié des transformations digitales qui ont été avortées, ratées, pas complètes, c'était par, on va dire, une méconnaissance de ce point de vue technique. On va faire, c'est marketing, on communique dessus, mais on ne maîtrise pas sa technique. Ce qui fait que les chantiers sont chers. Derrière, on n'est pas capable d'exécuter correctement. Et dès lors, surtout qu'on a un problème, on appelle le prestataire A, le prestataire B, le prestataire C. Et on n'est pas, on n'est pas confiant sur son expérience client et on n'est pas confiant sur la stabilité de son outil. Et dernière question pour Clément, quand on est a une ADN qui est plus technologique et qu'on arrive dans le monde des points de vente et du physique, il y a une tentation très forte sur la collecte et l'exploitation des données qui est assez difficile à arbitrer sur la confidentialité, tous ces sujets-là.
Et comment vous arbitrez l'expérience que le client va pouvoir avoir en magasin pour qu'il n'y ait pas son téléphone qui sonne, qu'il y ait un bandeau avec son nom, bienvenue Clément, et que ça soit quand même une expérience qui soit pas trop intrusive dans le magasin. À ça, il y a deux limites. La première, elle est légale. Hein. Vous avez des choses, il y a des choses à faire, des déclarations à faire auprès de la CNIL, etc. Hein. Les données exploitables, pas exploitables, sans le consentement, avec le consentement du client. Et puis la deuxième, c'est du bon sens, en fait. Le bon sens, c'est d'abord dans la conception elle-même. On se dit jusqu'où on va trop loin. Et le deuxième, c'est dans l'analyse permanente. C'est-à-dire que comme tu le disais, hein, si tu passes 30% de ton temps en magasin, bah, tu vois une bonne partie des clients et tu vois comment ils réagissent. Donc, tu demandes des retours terrain, tu dis bon, bah, ça passe, ça passe pas, ça on le fait, ça on le fait pas, ça on le modifie, et on le rend plus souple. Voilà. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir une boucle de contrôle, et ça, on revient à ton point précédent, c'est une question de culture. C'est-à-dire, le retail, c'est une culture de terrain. Si on amène des outils qui viennent du web, qui sont d'habitude des cultures techno, ben, il ne faut pas oublier que le terrain aura raison aussi, et qu'il faut que cette expérience terrain remonte et permette le processus d'amélioration continue. Voilà, il n'y a pas que la vision désincarnée. Si on a une culture retail et omnicanal, ben, on peut avoir des conceptions qui viennent d'en haut, mais il faut avoir cette boucle de contrôle qui vient du terrain pour savoir comment c'est perçu, etc. Moi, je vais vous donner un autre exemple qui, pour le coup, est pas sur le défi technique, etc., mais quand on travaille sur la mise en avant ou une opération promotionnelle autour d'un vin du catalogue, on a beaucoup de données qui viennent du web, qui nous disent, bon ben voilà, on a mis ce vin en ligne à tel moment, il s'en est vendu tant, sur tel profil de client, etc. Donc c'est un vin qui est en train de performer, donc naturellement on va le mettre en avant. Ok, ça c'est la vision web. Toujours, on croise ça avec les données de notre caviste. Tes clients que tu croises, qu'est-ce qu'ils te disent? Quel est le vin qui les a marqués? Ils se renseignent sur quoi en ce moment? Est-ce qu'il y a un vin qui réclame, qu'on a plus en catalogue, etc. Pour savoir si la promotion est pertinente ou si au contraire, bah certes, il y a quelque chose qui vient de la data, c'est OK, mais on peut peut-être aller plus loin grâce à ce retour terrain. Et donc il y a beaucoup chez nous d'opérations marketing qui sont drivées pas seulement par la data, mais par l'expérience terrain, par la remontée d'information du retail et l'expérience humaine. Donc dans le retail, voilà, l'expérience humaine, elle est hyper importante. Et ça, c'est empreint de bon sens, en fait. Mais le bon sens, pas toujours évident. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, si vous êtes timide, à nous solliciter après l'intervention. À bientôt. Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.